Donc, on va passer à la première table ronde qui va se dérouler en 3 temps. Une première partie où on va avoir une présentation par Florent Vipré, du chef du service régional de l'information statistique et économique, sur le renouvellement des générations. Alors, il faut savoir que la première partie de cette présentation a été faite dans le cadre de l'Observatoire prospectif de l'agriculture en Bourgogne-Franche-Comté, financé par le Conseil régional. Suivra, après cette présentation, une autre présentation qui sera réalisée par Laurence Maire-Duposay de la Chambre régionale d'agriculture sur le parcours à l'installation. Et enfin, nous aurons un témoignage par le biais d'une vidéo sur le GAEC du champ libre qui permettra de voir un petit peu ce que représente une installation dite atypique. Et ensuite, nous donnerons la parole à la salle pendant un petit temps d'échange. Oui, bonjour. Donc moi, je vais vous présenter un travail sur le renouvellement des agriculteurs en Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce travail s'appuie sur les fichiers de la MSA, toute la présentation. Donc on va reprendre tout ce qui est cotisants non salariés. Et donc on constate qu'on a une baisse de 2400 exploitants agricoles entre la période 2012-2019. Et cette baisse, elle est de 1,3% par an, et elle est plus faible que sur la région, que sur la France entière, et en particulier sur l'ex-Franche-Comté, où on a une baisse moins importante. Au niveau des départs des agriculteurs, on en a 2 sur 3 qui ne sont pas remplacés, en moyenne, avec 2 groupes avec des disparités plus ou moins fortes. On a en fait un taux de remplacement qui est de 65% sur l'ex-Franche-Comté et qui est de 85% sur l'ex-Bourgogne, j'ai inversé. Et le taux de remplacement, il est plus important au niveau du Doubs. On a 95%, on a une quasi-stabilité sur ce département-là. C'est lié au dynamisme de la filière comté. Et sur la courbe suivante, on voit en diagonale un équilibre entre les départs et les remplacements. Et on identifie 3 groupes. Un groupe avec un taux de remplacement qui est plus important, entre 70 et 90% pour tout ce qui est bovin-lait, viticulture, maraîchage et polyculture, polyélevage, et un taux de remplacement plus faible, entre 13% pour les bovins mixtes et 53% pour les grandes cultures et 46% pour les bovins viande. Ce qu'on voit aussi sur la période, c'est qu'au niveau des chefs d'exploitation, on a un glissement entre les différentes orientations technico-économiques. On n'a qu'une orientation où on a de la création d'emplois au niveau des exploitants agricoles, c'est tout ce qui est ovin caprin. On a beaucoup d'installations hors cadre en élevage de chèvres en vue de faire du fromage. Après, on a une population agricole qui est vieillissante. En effet, la majorité de la population a une 50aine d'années. Et ce qu'on constate entre 2012 en vert et 2018 en rouge, c'est que ce vieillissement se poursuit. Et si on regarde comment cette population se répartit sur la région, on constate qu'un agriculteur sur 2 a plus de 50 ans. Et on n'a plus la couleur rouge et foncé, plus le vieillissement est important. Et donc en rose, on a des exploitants de moins de 45 ans qui sont essentiellement présents dans le Doubs, le Jura et le nord de la Haute-Saône, en lien également avec la filière lait. Après, la zone rouge, qui est la classe d'âge dominante, c'est des agriculteurs de 45 à 52 ans. Ça couvre la plaine de Saône, les plateaux de Bourgogne, de la Côte d'Or, la Nièvre, le Morvan, en descendant sur la Saône-et-Loire,
Et en rouge, on a des agriculteurs supérieurs à 52 ans, c'est surtout dans le nord de la région. Et après, on a essayé de regarder l'impact sur la surface agricole qui allait se libérer. Donc si on prend les agriculteurs de plus de 55 ans, donc les plus âgés, on a 30% du potentiel de la SCAU qui est libérable, avec 3 départements qui se démarquent, que sont la Côte d'Or, la Nièvre et l'Yonne, qui eux ont plus de 30% de la SAU libérable à relativement court terme. Ensuite, on a fait une projection à l'horizon 2028. Donc, les exploitants agricoles baissent dans tous les départements avec 2 catégories. Une baisse qu'on peut qualifier de modérée, entre moins 10 et moins 15% pour les départements du Doubs, Jura et Haute-Saône, et une baisse de l'ordre de moins 20% pour les départements de l'ex-Bourgogne. Donc suite à ça, on a réalisé une typologie des exploitants agricoles en réalisant des catégories, en s'appuyant sur des variables 4 que sont le taux de remplacement, la part des agriculteurs de plus de 50 ans, le niveau de revenu et la variabilité du revenu. Et donc, on a un territoire vert qui ressort sur l'est de la région. C'est la part des agriculteurs de plus de 50 ans qui est inférieure à la moyenne. On a un taux de remplacement élevé et un revenu supérieur à la moyenne. C'est la zone de production laitière. En bleu, qui est la zone la plus étendue, on a la part des agriculteurs de plus de 50 ans qui est proche de la moyenne, un taux de remplacement faible, un revenu agricole faible mais stable. Donc là, ça correspond à toute la partie centrale de la région et au Grand Val de Saône. Et quand ce territoire est assuré, c'est-à-dire qu'on a une variabilité du revenu qui vient se surajouter, et cette variabilité, elle est liée à la production de céréales, qui dégage des revenus de plus en plus aléatoires en lien avec les aléas climatiques qui influent sur les rendements. En bleu, on a ceux qui distinguent avec un revenu supérieur à la moyenne, c'est les zones viticoles de la Côte d'Or, du sud de la Saône-et-Loire et du Chablisien au nord de la région. Et en orange et rouge, un taux de remplacement faible et des revenus supérieurs à la moyenne. Donc moi, je vous remercie et je cite tous les partenaires de l'OPA-BFC. Merci Florent pour cette présentation. Je voulais juste ajouter peut-être un petit point positif parce que là, on peut dire quand même que sur l'installation en 2021 par rapport à 2020, qui a été une année, comme vous le savez tous, assez particulière du fait de la crise sanitaire, on constate une forte augmentation en 2021 du nombre d'installations aidées, ce qui laisse quand même augurer quelque chose d'un petit peu positif. Donc, on va passer la parole à Laurence et à Jean-Yves Grabi. J'ai oublié de te présenter, Jean-Yves, j'espère que tu ne m'en voudras pas, de la Chambre départementale d'agriculture du Jura, qui vont nous donner des éléments sur le parcours à l'installation et sur le répertoire départemental installation. Allez, Laurence. Bonjour à tous. Donc, une première diapo qui va nous permettre déjà de comprendre comment on s'installe en agriculture. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce ne sont pas des jeunes, mais ce sont des porteurs de projets, puisqu'on a un échantillon de personnes qui ont des âges relativement différents, de 18 ans, on va dire, jusqu'à quasiment 50 ans. Donc, ils sont porteurs d'idées, porteurs d'un projet, donc ils doivent venir frapper à une porte, et une unique porte qui s'appelle le PAI, le point accueil installation. À ce moment-là, il est reçu par un conseiller, cette personne, ce porteur de projet, qui va lui permettre notamment de connaître les démarches en agriculture. Dans un deuxième temps, on va faire avec lui ce qu'on appelle, dans le même entretien bien entendu, un autodiagnostic de ses compétences, savoir ce qu'il est capable de faire, pas faire, etc. Ce qui va nous permettre derrière de l'orienter pour ce qu'on appelle chez nous communément le CEPPP, le Centre pour la professionnalisation, le parcours de professionnalisation. Donc c'est pour ça qu'on a deux gros encarts, s'informer
et dans un deuxième temps, se professionnaliser, puisque la formation, tout le monde n'arrive pas avec le même degré d'information, de compétences et aussi de connaissances. Donc au niveau du PAI, aujourd'hui, si on fait un petit bilan sur les chiffres de 2020, on va voir qu'avec 2021, on évolue complètement différemment. Le PAI, donc le point accueil installation, c'est-à-dire les accueils des jeunes ou des moins jeunes qui veulent ou qui ont un projet d'installation. Alors, on en a accueilli en 2020 1324 en Bourgogne-Franche-Comté, sur l'ensemble du territoire, dont 232 dans le Jura, 58 entretiens, mûrissements de projets. Alors pourquoi on a fait un petit focus sur le Jura? Parce que tout simplement, nous sommes à Montmoreau. Au niveau du nombre d'accueils des PAI en 2020 en PFC, on peut voir que sur l'ensemble des départements, on a à peu près une répartition à peu près égale, avec 20% d'accueil en Saône-et-Loire, on va dire, puisque c'est un département qui est quand même relativement aussi conséquent, 15% dans le Doubs, 2% dans le territoire de Belfort, et tout le reste se tient à peu près. Donc ce qui montre quand même qu'on a un accueil, une proportion sur l'ensemble du territoire relativement égale. Donc l'année Covid, c'est vrai que ça permet effectivement de montrer qu'il y a eu quand même un regain pour l'agriculture. Alors vous pouvez tout retrouver sur l'ensemble du site internet régional deveniragriculteurbfc.fr si vous souhaitez avoir des données un peu plus importantes. Au niveau des porteurs de projet, PP ça veut dire porteur de projet. Le profil type aujourd'hui du porteur de projet, c'est un homme. Ah, voilà, c'est un homme à 62%. Il a entre 20 et 30 ans pour 43% des accueils. Il est en emploi généralement à 66%. Il a la capacité professionnelle pour 59% d'entre eux et veut demander les aides à hauteur de 71%. Et voilà, il est hors cadre familial, j'allais y venir, puisqu'on en a parlé ce matin, à 63%, et son projet est en bovin-lait en Franche-Comté. Alors, je ne dis pas BFC, mais en Franche-Comté, 44% quand même veulent s'installer en bovin-lait. Rien d'extraordinaire. Alors, je vais poursuivre avec l'enquête RDI qui a été réalisée et qui permet de montrer un petit peu l'attractivité des productions sur nos territoires. Donc le RDI, répertoire départemental installation, il s'agit de candidats qui se manifestent auprès de nos services pour s'installer sur des exploitations qu'ils ont pu identifier sur un site internet qui s'appelle répertoireinstallation.com et qui permet donc de leur mettre à connaissance, de porter à connaissance donc les exploitations qui sont disponibles. Alors bien évidemment, ces exploitations sont le profil des exploitations de Bourgogne-Franche-Comté avec, entre autres, sur nos territoires, enfin je parle pour le Jura, majoritairement des exploitations laitières. Alors, donc on va retrouver justement ces grandes lignes. Donc on est sur 686 enquêtes réalisées sur ce répertoire départemental installation par des porteurs de projets en recherche d'exploitation sur tout le périmètre BFC. Et ça depuis 2020. C'est les chiffres depuis 2020. Donc on voit que la production, alors vous voyez peut-être pas très bien, mais la production dominante recherchée aujourd'hui, c'est le bovin laitier, les exploitations en bovin laitier. Alors peut-être que ça peut s'expliquer aussi par les filières attractives du lait, notamment sous label de qualité. Donc là, on est sur un chiffre de 249, donc majoritairement de bovins laitiers. Ensuite, on a les profils classiques, je dirais, bovin-viande, grande culture. Et ensuite, on va attaquer avec des parties un petit peu moins importantes, mais qui sont quand même conséquentes. Hein, tout un tas d'autres petites productions. L'ovin-lait, le caprin, le maraîchage qui représente une part significative puisqu'on est sur une base de 111 candidats recherchant à s'installer dans cette production-là. L'activité équestre qui est aussi une activité très dynamique et qu'on reçoit beaucoup de candidats qui souhaitent
développer des activités équestres, hein, là il y en avait plus de 60. L'apiculture, un territoire qui est aussi fortement peuplé en ruches et donc qui présente des atouts. Et donc là, on a pas mal de personnes qui recherchent dans ces domaines-là. L'ovin-viande, bien sûr, l'aviculture, l'élevage porcin, la viticulture et tout un tas d'autres productions qu'on a mis en divers, qu'on ne pourrait pas forcément toutes les citer, hein, mais ça peut être la production d'osier, ça peut être les plantes aromatiques et médicinales, ça peut être voilà, diverses productions très très variées qui intéressent les producteurs. Ce qu'on appelle aussi tout ce qui est les animaux de compagnie, les chats, les chiens, etc. Voilà pour cette enquête. Alors, je vais passer à d'autres chiffres. Alors, au niveau de cette enquête, on a identifié que plus de 50% des personnes cherchant à s'installer déclarent vouloir travailler sur des systèmes bio. D'où l'importance de leur mettre à disposition des exploitations qui leur permettent de s'installer dans ces conditions-là. Donc 50%, c'est très important. L'agriculture bio, ça représente donc 370 personnes qui ont manifesté ce souhait. Les AOP sont aussi très présents, les appellations d'origine protégée, avec 234 candidats qui souhaitent rentrer dans ces dispositifs-là. Les signes de qualité autres, IGP, donc 89, les labels rouges. Ceux qui n'ont pas coché le signe de qualité, ils sont 239. Voilà un petit peu la répartition. Enfin, ce qu'il faut souligner, c'est principalement donc, quand même des candidats qui cherchent à travailler sous signe de qualité, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces productions. Je vais continuer avec l'attractivité des territoires. Alors, peut-être encore une... Ah non, zut. Donc, l'attractivité des territoires. Alors, on va retrouver les différents départements. Je vais les citer par ordre sur le graphique, hein, parce que vous ne voyez peut-être pas forcément les chiffres. Donc, le premier histogramme, la première barre, ça concerne la Côte d'Or. Le Doubs est majoritaire, hein, quand les candidats qui recherchent à s'installer pour la Bourgogne-Franche-Comté cherchent déjà prioritairement sur le Doubs. Ensuite, il y a le Jura qui vient juste derrière, donc la barre verte. La Haute-Saône, la Saône-et-Loire. Ensuite, la Nièvre, le territoire de Belfort et qui c'est que j'ai oublié, Lyon. Voilà, les différents départements qui suscitent des intérêts. Donc majoritairement, comme je viens de vous le signaler, présenter donc le Doubs, le Jura et la Haute-Saône et la Saône-et-Loire. Voilà pour les chiffres que je voulais vous présenter. Donc peut-être je vais laisser la parole à M. Collin. Donc, et pour 2021, puisque c'est annuellement qu'on fait ces enquêtes, donc 2021, des tendances qui se dégagent de plus en plus fortes. Alors on ne les a pas écrites parce que l'année 2021 n'est pas encore terminée, mais les tendances qui se dégagent, c'est qu'on a augmenté le nombre de porteurs de projets, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on est quasi dans certains départements à quasi 30% de plus de candidats accueillis au niveau des PAI. Pour vous donner un ordre d'idée, on va de à peu près 92 candidats accueillis au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne comptabilise pas ceux qui n'ont
qui vont arriver. Dans la Nièvre, on est à 92 accueils, pareil, à peu près aux alentours de 176 dans la Haute-Saône. On risque d'être à 200 en Haute-Saône. On est à 231 dans le tout et territoire de Belfort. Le Jura, on est à 151. On risque de s'approcher aussi des 200. Donc, on a effectivement une vraie tendance à l'augmentation du nombre de porteurs de projets accueillis. On a aussi une augmentation dans la diversité des productions. Aujourd'hui, on a une recrudescence de gens qui veulent s'installer en maraîchage, en ovin, en équin, en arboriculture et en viticulture, mais aussi en plantes aromatiques et médicinales. Donc c'est une tendance. Je ne dis pas que ça dépassera le bovin lait, mais on voit qu'effectivement, dans certains départements, on a une tendance plutôt à réduire l'installation, enfin un choix vers le bovin lait et plutôt partir sur des productions de ce type-là. On a une augmentation forte aussi de demandes de mûrissement de projet, c'est-à-dire que quand le jeune ou la personne qui vient rencontrer le conseiller en PAI, il n'est pas forcément formé, son projet est plutôt au stade de rêve ou d'idées vagues, donc il y a un vrai besoin de mûrissement et ça, on a une augmentation assez forte aujourd'hui. Et pareil, de gens qu'on oriente plutôt en BPREA pour qui se forment tout simplement, mais aussi on les envoie éventuellement en stage, en tout cas d'aller voir ce qui se passe sur le terrain réellement, parce que s'installer en maraîchage, sachant qu'on ne va pas tenir un jour une binette, ça ne va pas aller, quoi. Une augmentation chez nous, on appelle ça des NIMA, c'est les non issus du milieu agricole. Là aussi, une forte catégorie de personnes qui arrivent, qui ne sont pas du tout issues du milieu agricole et qui veulent s'installer. Et aussi une forte proportion de la population féminine. En Haute-Saône, aujourd'hui, c'est 50% des accueils qui sont du genre féminin. Donc c'est quand même relativement important. Alors ça aussi, c'est lié aussi au fait qu'il y a un déploiement des acteurs, comme par exemple les chambres ou d'autres types d'acteurs qui viennent justement sur les lieux de formation rencontrer les jeunes. Il y a vraiment, on sent un vrai besoin d'informer, parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas au courant de comment se passe ce cheminement à l'installation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur 2021. Donc on aura les éléments dès le mois de janvier. On va vous faire passer un petit film qui est un témoignage qui a été réalisé par Serre France et financé par le Conseil régional. C'est une porteuse de projet, si je ne m'abuse, je crois, qui s'est installée au GAEC du Champ Libre. Vu que je m'orientais vers un travail juridique, avoir les dossiers qui passaient de la gauche du bureau à la droite du bureau dans la journée, je me suis rendu compte que je me serais pas épanoui dans ce métier-là, alors qu'ici, beaucoup plus, quoi. Alors nous, on est sur une exploitation maraîchère en diversifié, en agriculture biologique. Donc on fait une bonne quarantaine de légumes différents depuis 2016. Alors sur la ferme, on est 3 associés. On est associés ensemble depuis le début, donc depuis 2016. Et là, cette année, on a 2 saisonniers aussi qui sont là. Et on a aussi en contrat une vendeuse pour la vente à la ferme. Les études qu'on a fait tous les 3, elles n'étaient pas du tout agricoles. Une fois l'envie de s'installer et le projet à 3 mis en place, il y a déjà eu donc, les formations. 2 BPREA, un pour Hugo, un pour moi, et puis notre 3e associé, il a fait la pépinière, donc un espace test, qui est déjà une espèce de préinstallation, quoi, donc avec un système de commercialisation qui était déjà un petit peu en place. On trouvait des saisons en maraîchage pour se procurer de l'expérience un peu chacun de notre côté. La ferme ici, avant qu'on arrive, c'était une ferme laitière, et il restait donc le corps de ferme avec un peu de terrain autour. On a trouvé très rapidement du foncier et qui finissent par abandonner les projets parce que la disponibilité du terrain, aussi petit que ce soit pour des maraîchers, c'est très compliqué. En particulier quand on ne vient pas du milieu agricole. On est arrivé là au mois de janvier, il fallait monter les serres le plus foncier en fait, c'est sur tous les plans, quoi. Que ce soit les plantations, la mise en place des bâtiments, amorcer la commercialisation. C'est pas un métier qu'on prend à la légère parce que ça fait 5 ans qu'on fait un jardin derrière la maison. Il y a des considérations techniques au niveau des maladies et ravageurs, il y a des considérations commerciales, il y a des considérations de stockage, il y a plein de choses à savoir.
On avait prévu, hein, on s'était dit, voilà, certainement pas de salaire avant milieu de deuxième année, c'est ce qu'on a fait. En commençant par un salaire très bas, en dessous du SMIC. L'aspect travail intensif, ça on était prêts, hein, je pense que ça on s'était préparé. Quand la fatigue arrive, le moral est moins là et voilà, l'entente entre associés, il demande beaucoup de communication pour que ça continue à être fluide. Et ça, c'est un travail qu'on a appris à faire ensemble, je pense que c'est important. Quand ça va bien, c'est facile, mais quand ça va mal, il faut des solutions pour continuer à communiquer, pour pas laisser aller les choses, les non-dits et compagnie, quoi. Et les premières fois où on a vu affluer, on a vu notre parking rempli, je pense que c'était des moments forts parce que Presque émouvant. t'as la tête dans le guidon et t'es ému quand tu vois ton parking rempli de clients et la queue sur ton stand. Ça, c'était émouvant. Ouais. C'est sûr que les rendements qu'on fait aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux de la première année, quoi. On travaille peut-être 40% ou 30% de moins que la première année et puis les rendements sont 50% plus élevés, donc c'est un peu bizarre, mais heureusement en même temps. Nous, on a plutôt de bonnes perspectives pour la suite. Le taux d'endettement, il va se baisser un peu, il va nous permettre de dégager un peu de temps libre, qui est un de nos objectifs. Je suis assez positif, j'espère que ça sera ça. Oui, Thierry James Faker, moi je représente la coordination rurale. Moi je voudrais intervenir sur le problème du foncier. Et je crois qu'effectivement, l'accès au foncier, c'est vraiment un problème majeur actuellement pour beaucoup de porteurs de projets. Et je pense qu'il faut repenser entièrement notre système. Actuellement, quand même, un acteur majeur de l'accès au foncier, c'est la SAFER, qui a été conçue pour une problématique d'une époque où finalement le problème était d'organiser le fait que 3 petites exploitations puissent devenir une grosse à la génération suivante. Or, actuellement, je pense que la problématique, c'est que quand une exploitation arrête sans personne pour reprendre, il faut qu'on arrive à ce qu'une partie, effectivement, puisse aller renforcer des exploitations moyennes qui ont besoin de s'agrandir, mais qu'une partie aussi puisse aller sur des petits projets, des projets à 3-4 hectares que vous avez évoqués. Et je pense que toute l'organisation de la SAFER est à revoir, parce que tant qu'on reste basé sur des comités locaux dans lesquels il y a essentiellement les agriculteurs du coin, forcément, quand vous demanderez l'avis des 5 ou 6 agriculteurs d'un village pour savoir si c'est un d'eux qui doit reprendre la propriété de celui qui arrête ou s'il faut la donner à des jeunes qui arrivent de l'extérieur, s'il y a un candidat à l'intérieur, on connaît d'avance la réponse. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on revoie entièrement cet accès au foncier et qu'on envisage une chose qui, à mon avis, pour l'instant, vous me direz si ce n'est pas le cas, mais qui, à mon avis, est marginale, c'est-à-dire d'organiser l'éclatement d'un certain nombre d'exploitations moyennes quand elles n'ont pas de repreneurs, pour pouvoir porter justement des petits projets. Je peux vous apporter des éléments de réponse à partir des fichiers de la MSA. Entre 2012 et 2019, on a vu que 49% de la SAU libérée était reprise par des nouveaux arrivants. Et il y en a 40% qui a servi à l'agrandissement des agriculteurs voisins et 11% n'a pas été reprise. Ce qui se passe, c'est que dans notre région, on a des territoires où les cédants, les terres ne sont pas reprises. Donc elles repartent ou à l'abandon ou elles sortent du domaine agricole. Oui. Justement, un exemple tout frais de la semaine dernière, en l'occurrence, en Haute-Saône, sur une journée, 7 accueils de gens qui veulent s'installer en maraîchage, qui ont acquis du foncier, ou qui sont en compromis de vente, mais qui ne se sont pas forcément renseignés au préalable. Et résultat des courses, pour certains, sur les 7, il y en aura 5 qui ne pourront pas se réaliser parce qu'ils sont dans des zones inondables, ou parce qu'ils ne peuvent pas mettre enfin, il y a une zone inondable, ce n'est pas constructible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de serre, etc. Donc,
L'acquisition du foncier aujourd'hui, elle passe autre que par la SAFER aussi, donc il ne faut pas l'oublier. Alors nous, on ne réformera pas la SAFER, ce n'est pas notre métier, mais aujourd'hui, il y a quand même une très forte orientation du terrain quand même sur d'autres projets que ceux qui sont actuellement mis en place. Oui, merci Didier. Tout d'abord, merci à tous les services de la DRAF pour tout le travail qui a été fait ce matin. Merci à la Chambre régionale d'agriculture. Merci à la Chambre départementale du Jura pour tout ce qu'elle a apporté dans le débat. Oui, dire qu'aujourd'hui, le centre de l'activité aujourd'hui, c'est l'installation. C'est l'installation aujourd'hui, problème qu'on a des générations. Mais quand on voit quand même toutes ces cartes ce matin, derrière l'installation, il y a quand même le revenu quelque part. Car où c'est qu'on installe aujourd'hui ? On installe dans les zones capables de dégager du revenu qui sont organisées à un moment donné, qui sont organisées en organisation professionnelle, qui sont organisées autrement. Et je crois qu'on a un vrai travail commun à faire pour regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Moi, je suis en train de travailler avec les jeunes agriculteurs sur la DGA. Alors, je vous dis que c'est toujours un travail important aujourd'hui parce qu'on est dans les règlements du FEADER. Mais pour leur faire comprendre à un moment donné qu'il faut peut-être que nous, régions, sous un acte de solidarité, on aille aider un peu plus les territoires qui sont quand même en déprise. On a vu quand même qu'il y a des territoires énormément en déprise ce matin, donc il faut qu'on ait une action importante sur ces territoires-là, parce que l'agriculture, ce n'est pas une fin en soi. L'agriculture, c'est toute l'organisation du territoire. Et si on oublie ça, on aura oublié beaucoup de choses. J'en veux pour preuve plusieurs choses aujourd'hui. On a au niveau des PAT, des projets alimentaires territoriaux, eu un départ lent. Et depuis que l'État a remis un peu d'argent dedans, on est passé de 8 PAT à 30 PAT en l'espace de 6 mois. Pourquoi ? Parce que toute cette alimentation, tous les projets de territoire, ils sont portés par tout le monde, par le monde agricole, mais pas que à un moment donné. Et je crois que si l'agriculture sait aujourd'hui co-construire des politiques avec les EPCI, avec les départements, avec la région, on avancera un petit peu plus vite dans ces problématiques-là. Et moi, j'aurais pour ambition certaine d'aller voir dans les régions qui aujourd'hui sont en difficulté. Sont vraiment en difficulté parce qu'on s'aperçoit quand même qu'au niveau du revenu, on va passer de 1 à 3. Au niveau de l'installation, on l'a vu tout à l'heure, Sildou fait du 1 pour 1, on a d'autres secteurs qui font du 1 pour 3. Et ça, ce n'est pas que l'agriculture. Et moi, l'inquiétude que j'ai demain, c'est qu'on perde des secteurs complets qui se désertifient, mais qui se diversifient complètement. Moi, quand je fais certains secteurs de la région et que je croise des villages où il n'y a plus qu'une personne âgée sur une chaise devant sa maison qui regarde les voitures passer, croyez-moi que ce n'est pas marrant. Ce n'est pas marrant du tout pour personne. Et l'agriculture sera demain un agriculteur majeur de l'aménagement du territoire. Majeur de l'aménagement du territoire parce que je ne sais pas comment on pourra faire autrement. Donc il faut qu'on ait une volonté commune de le faire parce qu'autrement on n'aura pas de jeunes. Et je crois que nos jeunes aujourd'hui, vous l'avez bien dit, nos jeunes aujourd'hui ne viennent pas uniquement du monde agricole. Et la ressource dans le monde agricole sera bien inférieure à toute la demande qu'on a pour le renouvellement. Donc les jeunes qui vont arriver demain dans le monde agricole sont des gens, on l'a vu tout à l'heure, qui sont aux 2/3 d'autres secteurs d'activité et qui recherchent, au-delà de l'agriculture, des secteurs où ils aiment vivre, où ils se sentent bien. Donc, ce qui nous dit aujourd'hui, là, qu'on sera obligé dans ces secteurs-là de conserver des services publics forts, de conserver de la mobilité. Et moi, je voulais qu'on insiste un peu aussi sur la mobilité. Quand on parle aujourd'hui de ramener des jeunes dans les campagnes, il faut là qu'on ait vraiment une volonté commune, les uns les autres, d'avoir de la mobilité. Car aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit à un moment donné que certaines zones sont quasiment en temps plein au niveau du travail et d'autres zones sont en déprise totale. Et si on ne sait pas jouer la mobilité entre ces deux zones-là, on aura constamment perdu. Donc voilà, quelques pistes de travail. Moi, je m'y attelle avec mes collègues au niveau de la région. Et je crois qu'on a un vrai défi là. Et le défi, je le dis, je le répète, c'est un défi de territoire plus qu'un défi agricole. Et l'agriculture en fait partie. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, Christian, parce que ça me paraît important, sur le dynamisme de l'installation qu'on constate en 2021, le redémarrage de ce dynamisme, on constate que tous les départements sont en progression par rapport à 2020, et on l'a expliqué tout à l'heure.
et que malheureusement, et ça va dans le sens de ce que tu viens de dire, le département de la Nièvre, par exemple, on a une stagnation des installations. Alors, ce que nous a dit Laurence tout à l'heure, j'espère que c'est encourageant parce qu'on constate que malgré tout, au niveau des points accueil installation, il y a un dynamisme en 2021. On espère que ça sera concrétisé par des installations et que ça repartira aussi dans la Nièvre. Mais on constate ce que tu viens de dire, que dans ce département, on a des soucis d'installation.